Nous allons vous faire une présentation à deux voix, et une présentation qui répond effectivement un peu à une commande, mais ça permet de dire deux choses. La première, c'est que l'ouvrage dont on va vous présenter, Chronique de l'Europe, est un peu, non pas une boîte à tout faire, mais qu'on peut trouver beaucoup de choses dedans, et en particulier sur les deux thématiques que vous nous avez demandé d'aborder, celle du genre et de l'Europe, bien entendu, et c'est notre spécialité à l'un comme à l'autre, ou celle des sans-voix, et on essaiera de vous montrer. L'autre particularité, c'est que même si pour le moment il n'y a pas eu de concrétisation réelle, nous avons une sorte de partenariat entre votre programme et le nôtre, qui, pour le moment, je crois qu'il n'y en a pas eu, permettre à des étudiants de notre laboratoire de venir ici. Mais s'il y en a parmi vous qui veulent venir à Paris, sachez qu'il y a mettre à disposition un bureau, alors vous n'êtes pas logé, nourri, blanchi, hein, mais au moins un espace de travail où il y a d'autres chercheurs et que vous serez les bienvenus, évidemment, dans ce cadre-là. Alors, qu'est-ce que c'est que cet ouvrage et pourquoi est-ce qu'on apprécie particulièrement de le présenter? Quelles sont ces chroniques de l'Europe? Désolé, mais on va rentrer un peu dans la... Enfin, pas désolé, d'ailleurs, dans la fabrique de cet ouvrage, parce que je crois que c'est important de comprendre comment les démarches scientifiques amènent à produire. De temps en temps, ça peut être des colloques, des ouvrages de synthèse, etc. Et puis parfois, d'autres ouvrages, comme celui-là, un peu atypiques. En fait, ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années, 2011-2012, que nous avons commencé à travailler ensemble dans le cadre d'un grand financement qui s'appelait les laboratoires d'excellence, et qui avait cet avantage d'être dans le long terme, c'est-à-dire pratiquement sur une dizaine d'années. C'est vrai que c'est un luxe tout à fait appréciable, on ne peut pas être sur des échéances à 1 an, 2 ans, 10 ans, mais qui a vraiment permis de créer une dynamique, pas force, autour de Jean Ayrope. On a constitué une équipe d'une dizaine de personnes, hein, et pendant pratiquement 10 ans, on s'est vu plusieurs fois par an, avec, pareil, des plateaux repas, à discuter ensemble. Et donc, ça a été un lieu extrêmement créatif d'élaboration. Mais nous n'étions pas seuls à nous intéresser aux gens, nous étions aussi avec des collègues qui, eux, ou ne s'y intéressaient pas du tout, ou n'y avaient jamais pensé, ou s'y intéressaient de temps en temps, mais sans plus. Et donc, c'est au croisement de toutes les activités que nous avons eues pendant ces années-là, finalement, qu'est arrivé cet objet particulier que sont les chroniques. Par exemple, il y avait une thématique autour de la civilisation matérielle et des techniques, une autre en histoire politique assez classique, une troisième en histoire de l'art, une quatrième que j'ai oubliée, bref, la guerre bien entendu, et la nôtre, genre et Europe. Et en fait, avec à la fois, mais ça on développera un peu plus après, des gens qui pouvaient être spécialistes effectivement du genre, et d'autres absolument pas. Donc, au terme de ces 10 années, nous nous sommes dit que c'était bien d'offrir quelque chose qui n'allait pas être une somme, ça on l'avait un peu rêvé au début, une somme 10 volumes, nouvelle histoire de l'Europe. Mais une nouvelle histoire de l'Europe, c'est un peu prétentieux, j'en conviens. On a remplacé le nouveau par numérique aujourd'hui, c'est plus modeste. Mais bon, quand il faut décrocher des financements, on est prêt à dire des choses formidables. Et évidemment, on ne peut pas dire qu'on faisait une ressucée de l'histoire de l'Europe. Ah, mais je suis pas folle, en fait, quand j'ai re-regardé, ça a changé, c'est devenu... Numérique. Ah oui, oui. Mais j'étais persuadée que c'était une mais non. C'est ça, d'accord. Pardon. Voilà, et on a donc souhaité prendre un objet extrêmement classique, qui est une chronologie, mais pour montrer ce cheminement sur une dizaine d'années, de tordre un peu le cou à cet objet aussi classique qu'est la chronologie. Mais avant ça, voilà. Qu'est-ce qu'on pensait être une nouvelle histoire de l'Europe? Il y a beaucoup de travaux dans l'histoire de l'Europe, mais bien souvent, hein, il y a quand même l'idée soit de comparer les situations dans les différents pays, donc dans une approche très comparative, ce qui a été très utile, qui peut toujours l'être. Aujourd'hui, on pense aussi en termes d'histoire globale, c'est-à-dire qui englobe l'Europe à l'échelle internationale. Nous pensions que l'échelle continentale, l'échelle du continent européen, était pertinente pour envisager une histoire
transnationaux. Ne pas additionner les histoires nationales, mais bien de voir qu'est-ce qui faisait qu'un événement était ou non européen. Le fait qu'il se déroule sur le territoire, et quand je dis le territoire, c'est bien sûr dans toutes les fluctuations possibles à travers les époques de comment on pense ce territoire, ne suffisait évidemment pas. Et donc nous avons dû réfléchir justement sur ces événements qui ont un effet, qui se diffusent, qui font réagir dans le pays voisin, dans les pays voisins, mais qui ont à chaque fois une dimension européenne, c'est-à-dire qu'elles modifient, elles font bouger, elles font réagir à l'échelle de l'Europe. Que ce soit de manière positive, je mets des guillemets, négative, on n'est pas là pour qualifier les événements positifs négatifs, mais je pense que vous comprenez ce que j'entends par là, hein, que ce soit dans des innovations, des progressions, des développements de réseaux, ou des guerres, des destructions, tout ça peut avoir et a des résonances, c'est ce qui nous importait en tout premier. Donc, se saisir de la chronologie, mais bien évidemment pas pour faire une chronologie classique de l'Europe. Bien évidemment pas pour prendre les grandes dates de l'Europe, mais faire un choix original, et on va essayer de vous montrer aujourd'hui, hein, décalé, mais toujours avec cette obsession, après 10 années de travaux communs, hein, et deux autres ouvrages que je pourrais vous citer, c'est l'encyclopédie en ligne, qui existe toujours, qui s'appelle EHME. Je vous invite quand même à la visiter parce que c'est un outil, à mon avis, particulièrement riche, et du point de vue du genre, c'est nous qui avons animé l'équipe qui s'est occupée des petits genres. Je pense qu'il est vraiment cohérent, il offre quelque chose de très important. Donc c'est ces années-là qui nous ont permis finalement d'en arriver à cet achèvement. Il fallait donc dépasser deux historiographies de l'histoire européenne, celle d'une idée européenne souvent pensée comme téléologique, hein, rétrospectivement, depuis le Moyen-Âge, tout concourait à ce qu'on devienne une Europe humaniste, comme une espèce d'aboutissement logique. Tout ça n'était qu'une évolution vers un meilleur vivre ensemble, une harmonie à l'échelle de l'Europe. Bon. L'autre écueil, l'autre approche historiographique, c'était une historiographie extrêmement centrée sur la construction européenne, c'est des institutions qui, je le dis ici comme je le dis ailleurs, hein, au premier abord peut sembler un peu rébarbative, très institutionnelle, et nous pensons toujours, on essaie aussi d'œuvrer comme vous le faites ici dans ce sens, qu'il y a une autre manière de penser, d'enseigner, de pratiquer cette histoire finalement de la construction européenne, hein, au-delà des traités, des articles, des conférences, de celles des pères de l'Europe, et on y reviendra aussi à travers quelques exemples. Donc c'est comme ça que nous avons choisi à peu près 120, 125 dates. La première, je reviendrai en 1405, la toute dernière, c'est le Brexit en 2000. Voilà. J'ai toujours tendance à 2020, merci. On ne fera pas les 125, découvrez-les ensuite. On va en faire quelques-unes pour vous montrer un peu ce qui était vos demandes, c'est-à-dire qu'est-ce qui est du domaine du genre, qu'est-ce qui peut répondre à votre questionnement sur les sans-voix, et puis aussi à cette histoire très, en apparence, traditionnelle, classique, politique, institutionnelle de la construction européenne. Voilà, je crois que je te passe le relais, c'est bien ça? Merci. Dans l'introduction de l'ouvrage, vous trouverez des réflexions d'historiens et d'historiennes sur ce qui fait une date historique. Ce qui fait date, c'est ce qui fait qu'on va retenir un événement comme une date marquante de l'histoire de l'Europe. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'on juge une date importante? Qu'est-ce qui va nous conduire à déterminer telle borne chronologique pour une histoire, pour un projet donc, de chronique de l'Europe? Et à l'inverse, qu'est-ce qui fait que certains événements sont considérés comme étant mineurs, voire sans importance, et donc disparaissent systématiquement des histoires de l'historiographie qu'on peut trouver sur l'Europe? Et néanmoins, ces événements, tel est en tout cas notre parti pris pour cet ouvrage,
Ces événements réputés mineurs, bien souvent méconnus, sont tout aussi constitutifs de l'histoire de l'Europe. Donc nous avons, vous l'aurez compris, pris le parti de prendre l'histoire de l'Europe à rebrousse-poil, donc Fabrice l'a évoqué à l'instant, également de ne pas céder à la tentation du roman continental. Donc avec une réflexion non seulement sur les dates, mais également sur les limites géographiques de l'Europe. Revenant aux dates, donc nous avons dans cet ouvrage 124 dates soigneusement sélectionnées et retenues. Alors, j'aimerais, vous voyez, c'est ça, vous voyez ici un certain nombre de doubles pages de l'ouvrage, et je voudrais vous expliquer le fonctionnement de ces doubles pages, parce qu'il a été mûrement réfléchi, peaufiné, avec toute l'équipe de réalisation de l'ouvrage. Vraiment, cette réflexion sur l'utilisation de l'espace, double page, a véritablement été constitutif du projet même de ces chroniques de l'Europe un petit peu novatrices. Donc les événements sont présentés chacun sur une double page. On trouve sur la page de droite un texte rédigé par un ou une spécialiste de la question. Donc aujourd'hui, nous a demandé de présenter prioritairement des aspects liés au genre, au genre dans le processus de construction de cette Europe. Donc ce sont en l'occurrence des spécialistes de ces questions, des aspects du genre, qui ont proposé ces textes. Et les textes partent d'un fait qui est la plupart du temps un fait tout à fait méconnu. Donc ça c'est notre parti pris, disons, mais qui, de la présentation factuelle de cet événement, va montrer justement ce qui a fait de ce petit événement historique un événement. Donc sa dimension, son retentissement et sa dimension proprement européenne, alors au sens large qu'on a défini déjà tout à l'heure. Et comme la page de gauche de ces doubles pages fonctionne, on pourrait dire, comme le prolongement du texte, ou bien comme une caisse de résonance pour la page de droite, c'est-à-dire qu'à l'aide de documents iconographiques, alors photographies, tableaux, affiches électorales, timbres, caricatures, etc., eh bien, on va proposer des coups de projecteur dans différentes temporalités et différents espaces géographiques qui permettent donc de mettre en évidence l'écho qu'a pu trouver tel événement dans cet espace européen et dans le temps. Et dans le même sens, vous trouverez systématiquement en bas à gauche de la double page ce qui se présente un petit peu comme une frise chronologique. Alors on a sélectionné 4 dates qui, elles aussi, proposent de mettre en écho l'événement présenté à droite avec une législation, par exemple, correspondante ou bien justement qui va tout à fait dans le sens contraire dans d'autres régions de l'Europe. Partant de ce mode modus operandi, l'une des questions, et pas des moindres, s'est posée. La question était à quel moment allons-nous faire commencer les chroniques de l'Europe? Et le choix qui a été finalement arrêté n'est pas tout à fait anodin. Et c'est là que je passe la parole. Non, effectivement, ce n'était pas simple, parce qu'il faut savoir que majoritairement nous étions des contemporanistes. Il y avait certes une ou deux modernistes, si ma mémoire est bonne, et globalement ce projet, écrire une histoire nouvelle de l'Europe, était un projet mené depuis le début par des contemporanistes, et pensé par des contemporanistes. Ça ne fait aucun doute. Donc nous n'allions pas faire ici le choix d'une histoire qui avait commencé avec l'Antiquité, parce que la logique même du projet ne correspondait pas. Mais quelle date prendre? Eh bien, nous avons très longtemps discuté de cette question-là, où nous avons très longtemps décidé de ne pas l'aborder pour ne pas nous fâcher. Il y avait un véritable enjeu que nous voulions justement atténuer, car nous ne pensions
pas davantage à une date fondatrice de l'Europe, après tout ce que Anne-Laure comme moi vous l'ont dit, c'est-à-dire que ça n'avait pas de sens de dire l'Europe a commencé à cette date. Deux dates étaient un moment en concurrence, la création de la Sorbonne ou celle donc, de la Cité des Dames de Christine de Pisan. Il nous semblait que la création de la Sorbonne était un peu auto-centrée, c'est-à-dire les universitaires parlent aux universitaires, d'autant qu'avec les Italiens à l'université de Bologne, ils vont vous dire que c'était 20 ans avant, que Salamanque va dire oui mais nous aussi. Bon, bref, on s'est dit qu'il allait mieux changer. Et finalement, c'est donc la Cité des Dames, que évidemment les membres de la thématique genre Europe poussée délicatement, mais avec conviction, qui s'est imposé, je ne sais pas, mais qui a été retenu. Le choix, effectivement, donc, je rappelle, tout le monde n'a pas forcément la Cité des Dames en livre de chevet, en 1405, Christine de Pisan, qui est vénitienne, qui vit aussi dans le royaume de France, écrit un ouvrage où elle témoigne, imagine une société où finalement les femmes auraient autant de pouvoir, autant de responsabilités, une place dans l'écriture, dans la société. On est en 1405. Cet ouvrage est, je vais faire un affreux anachronisme bien volontaire, un best-seller de l'époque, c'est-à-dire qu'il y a 27 manuscrits, puisqu'on est avant. On est avant Gutenberg et l'impression, 27 copies en tout cas aujourd'hui qui ont été identifiées depuis. Et donc cet ouvrage circule à travers les cours d'Europe. Elle dénonce la violence des hommes, la mise à l'écart des femmes, et l'autrice, qui est une médiéviste connue et reconnue, Christiane Clapiche-Joubert, nous explique comment finalement une renommée internationale au XVe siècle se fait autour de cet ouvrage. Ce qui nous intéressait dans le choix de cette date, c'est évidemment ce qu'elle disait là, mais c'est qu'elle est aussi une des premières à poser la question de ce qu'on a appelé ensuite la querelle des femmes, qui n'a cessé de continuer jusqu'à nos jours, et j'en donnerai un exemple dans quelques secondes, mais montre aussi combien il y a une variation dans cette mémoire, parce que la diffusion européenne, à l'échelle de ce qu'est l'Europe au XVe siècle, elle a lieu. Et puis, cet ouvrage tombe dans l'oubli jusqu'au XIXe siècle, où il va reconnaître une nouvelle notoriété, des nouvelles traductions, petit à petit, mais au XIXe siècle, c'est plutôt les misogynes qui retrouvent cet ouvrage, pour montrer combien, finalement, les femmes, non pas ne savent pas écrire, mais combien cette écriture est médiocre comparée aux grands maîtres littéraires de la littérature européenne du XIXe siècle. Et c'est évidemment plus tardivement, dans les années 70, avec la seconde vague du féminisme, qu'on redécouvre à nouveau et qu'on a des traductions récentes. La traduction italienne date de 1997. Donc, de cette voie. Donc, vous voyez comment il y a cette fluctuation de cette querelle des femmes. Alors, pour montrer justement cette continuité, on citait par exemple 1949, Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, qui est un ouvrage qui va aussi faire scandale. Selma Lagerlöf en 1909, qui obtient le premier prix Nobel de littérature, et il y a un extrait justement d'une critique plutôt favorable de ce prix Nobel 1909 pour une femme, l'autrice suédoise Selma Lagerlöf. Je dirais entre nous, et je terminerai là-dessus, le prix Nobel de Selma Lagerlöf, ça fait beaucoup moins scandale que celui d'Annie Ernaux l'an dernier, et beaucoup moins l'objet de polémique. C'est-à-dire que soit il est ignoré, ce qui est un phénomène assez classique dans l'apparition des pionnières, mais en tout cas, il ne provoque pas un tollé à ce sujet qu'on a pu constater en partie pour Annie Ernaux. Voilà, donc maintenant on va essayer de prendre plusieurs dates, on en sautera peut-être quelques-unes qui reviendront dans la conversation. Puis je ne sais pas si vous avez feuilleté ensuite le livre, si vous voulez nous demander, on pourra aussi improviser un peu en fonction, puisque nous avons quand même réuni ces 80 auteurs pour remplir, donc on doit être à peu près capable de vous répondre sur tous les sujets, même si on n'est pas... Voilà, donc là, puisque c'était votre demande, les thématiques qui sont le plus proches de cette approche de genre dans cet ouvrage, et je rends la parole à
certain nombre. Oui, merci. Donc nous avons sélectionné certaines dates en lien, premièrement, avec des aspects de genre dans le processus de construction européenne, enfin le genre en Europe. Deuxièmement, nous avons retenu la thématique de donner la parole aux sans-voix. Et troisièmement, nous avons prévu également une petite focale sur l'histoire de la construction européenne à rebrousse-poil. Donc commençons par le genre, et là je vous propose déjà de voyager dans le temps, puisque nous arrivons déjà en 1864. Alors 1864, date de création de la Société Générale en France, nous avons préféré retenir... c'est vachement important. C'est très très important, voilà, pour le monde des banquiers. 1864, c'est également l'année où l'université de Zurich, en Suisse donc, permet l'inscription régulière aux femmes. Et alors ça ouvre vraiment la porte aux études supérieures pour les femmes de plusieurs pays d'Europe dans lesquels, donc à ce moment-là, il n'est pas possible de s'inscrire. Notamment, de nombreuses femmes viennent de Russie faire leurs études à Zurich, depuis que le tsar Alexandre II donc, avait interdit l'accès aux femmes aux universités. La situation en Russie était, faisait un mouvement un petit peu de va-et-vient. Il était par moment possible pour les femmes de faire des études en Russie. Puis c'était de nouveau interdit, donc ça crée une certaine instabilité. Donc on voit par exemple Nadezhda Suslova qui va étudier la médecine à Zurich. C'est également pour les Allemandes, Zurich, une destination privilégiée pour faire des études, alors pour des raisons linguistiques, Zurich, allemandes qui ont dû attendre alors au plus tôt jusqu'en 1900 pour avoir le droit de s'inscrire de manière régulière à l'université. 1900, c'était dans le pays de Bade, donc à la frontière de l'Alsace, qui est un pays au gouvernement libéral. Tandis qu'en Prusse, nettement plus conservatrice, il a fallu attendre jusqu'en 1908 pour que les femmes puissent s'inscrire à l'université, donc faire leurs études, sans demander. Donc jusque-là, le mode opératoire était que les femmes qui tenaient vraiment à étudier devaient demander une autorisation exceptionnelle à chacun des professeurs pour suivre leurs cours. Donc il y avait certains professeurs qui étaient connus pour être assez libéraux, qui acceptaient volontiers les femmes, et puis d'autres qui étaient connus pour les rejeter systématiquement. Zurich devient donc un petit peu le centre du monde féminin, cultivé de l'époque. Clara Zetkin fait ses études, la féministe radicale Anita Augsburg, également, qui va devenir la première femme docteur en droit en Allemagne, sauf qu'elle passe justement son doctorat à Zurich. Elle y rencontre Alexandra Kollontai, etc. L'ouverture à partir... c'est dans les années 1860, donc on voit plusieurs pays d'Europe progressivement ouvrir leurs universités aux femmes. Cela déclenche tout un ensemble de débats, donc, opposant les adversaires aux études des femmes, à ceux qui donc, encourageaient ce mouvement-là. En lien avec ces débats, on a vu également de très nombreuses caricatures, dont vous voyez un exemple ici sur l'illustration, donc en haut à gauche, qui donc se moque du ski club des étudiantes, caricature publiée en 1914 dans un journal norvégien qui s'appelle donc Vikingen, et qui montre des femmes fort malhabiles au ski. On voit que l'une d'elles est en train de tomber. Et puis à gauche de l'image, on voit des femmes qui font une sorte de pique-nique, sur la neige, du coup je suppose. Pique-nique, et puis surtout ce qu'on voit, c'est qu'elles trinquent joyeusement, elles ont des bouteilles, et donc ça présente les femmes comme étant en fait des jeunes femmes et des femmes assez peu recommandables, puisque ignorant totalement le rôle traditionnel qui leur est dévolu. Débat également, de nombreux débats sont menés à l'époque sur la finalité des études. À quoi est-ce que ça sert en fait de permettre aux femmes de faire des études, puisque de toute façon il n'est pas prévu qu'elles exercent une activité professionnelle. On observe qu'à l'époque, alors fait intéressant,
En Suisse, comme en Allemagne, comme en France, comme ailleurs, on observe que les femmes, à l'époque, lorsqu'elles s'inscrivent à l'université, vont plutôt privilégier les disciplines scientifiques. On en trouve beaucoup en mathématiques, par exemple, en physique, en médecine. Alors en médecine, ça peut se justifier puisque la pratique de la médecine est finalement très proche de la prétendue vocation féminine à prendre soin des autres. Et peut rapprocher de nouveau, enfin on peut voir, comment dire, y voir la femme revenir dans son élément qui est celui du corps, de la nature, de la vie, etc. Quant à après laisser les femmes exercer en tant que médecins, là c'était encore une autre étape à franchir. Et je trouve ce fait intéressant donc, du choix majoritaire pour les matières scientifiques, puisque à l'époque c'était les humanités classiques qui étaient plus prestigieuses et qui étaient quasiment la chasse gardée des hommes. Or aujourd'hui, c'est plutôt le phénomène inverse. Les sciences sociales et humaines sont très majoritairement féminines quand on observe le public des étudiants, tandis qu'ils peinent à obtenir une égalité des sexes dans les effectifs de toutes les sections scientifiques, d'ingénierie, etc. Encore à toi. Encore à moi. Le temps du ménage. Oui, c'est ça. Réduire le temps du ménage. Donc c'est une problématique qui n'est pas sans lien avec le fait pour les femmes d'accéder aux études supérieures et donc potentiellement à une activité professionnelle salariée. Donc la question du temps du ménage. Nous sommes maintenant en 1951. Alors cette date a été retenue en 1951 parce que la marque allemande Constructa présentait à la foire de Hambourg un premier automate complet qui s'occupait complètement de votre linge, donc qui le rinçait, lavait, essorait, le trempait. Je oubliais cette option. Alors l'option avec le repassage et le rangement dans les armoires n'était pas encore là, toujours pas. Et on pouvait observer tout cela grâce à un petit hublot, donc un véritable petit miracle qui a révolutionné la réalisation des tâches ménagères. Alors juste leur réalisation, c'est-à-dire que la répartition des tâches ménagères, elle n'a pas bougé d'un iota pour autant, mais voilà, cet automate était là. Et Valérie Dubslav, qui a rédigé donc, ce texte sur, partant de cet événement en 1951, met ce micro-événement en perspective historique. Alors on est dans les années 51, avec donc l'avènement de l'électroménager, un électroménager de plus en plus sophistiqué, avec des marques comme ici Constructa en Allemagne, qui s'adresse de manière de plus en plus ciblée aux ménagères. Ça y est, on retrouve de nouveau une publicité tout à fait ciblée en termes de genre. Ménagères, donc, qui sont perçues de plus en plus comme des consommatrices qu'il va falloir essayer de séduire avec ces produits. Et donc, on se retrouve dans une société de consommation, donc on est en pleine, tout à fait atteinte dans les années 1960. Et tout ceci est encore une fois mis en perspective avec l'arrière-plan de la guerre froide, où on a une concurrence entre les deux blocs sur le plan commercial également, dans le sens où, sans le dire bien sûr ouvertement, on se copiait abondamment d'un côté et de l'autre du rideau de fer. Et c'est ainsi, donc, je parlais tout à l'heure de caisse de résonance ou d'effet d'écho, c'est ainsi qu'on peut voir, alors pour illustrer le contexte de la guerre froide, on a cette photographie en noir et blanc intitulée « Les hommes à la cuisine ». Donc c'est une photographie historique connue sous le terme de kitchen debate, où on voit donc en juillet 1959 à Moscou Nikita Khrouchtchev, le secrétaire du comité général du Parti communiste de l'Union soviétique, et Richard Nixon, alors vice-président américain, donc sur un salon, c'est un salon de produits américains installé à Moscou. Il s'agissait de mettre en œuvre un rapprochement entre les deux blocs sur le plan culturel. Et ils se tiennent au bord d'une cuisine modèle qui incarne vraiment la modernité de l'époque.
Et en réalité, ils sont assez peu intéressés, il faut dire, par l'électroménager qui est présenté, car ils sont pris dans un débat sur le bien fondé du communisme et du capitalisme. Donc on a à la fois nos affaires de cuisine, d'électroménager, et la guerre froide en arrière-plan. Et puis, j'aime beaucoup également, je vais commenter l'illustration en haut à gauche, intitulée « La lessive, un jeu d'enfant ». Ici, il s'agit d'une publicité pour des machines à laver le linge de marque Viga. Donc vous voyez bien qu'on est de l'autre côté du rideau de fer. Donc une publicité qui date des années 1970 en URSS. Alors c'est quand même merveilleux, hein. On voit une femme en maillot de bain, une belle femme, et je pense qu'elle incarne vraiment la femme moderne, donc dans le modèle soviétique, avec les cheveux courts, et donc tout naturellement, elle lave son linge, entourée de divers appareils automatiques à laver le linge, au bord de la mer. Donc, voilà, on est vraiment dans le monde publicitaire des années 50, 60 et 70. Et on a, comme toujours, également en bas de la page, une chronologie qui met tout ceci en perspective. Oui, tout ça pour dire que je ne sais pas si c'est le fait d'avoir fait une encyclopédie en ligne pendant plusieurs années qui vous a influencé. Sur le papier, il n'y a pas de lien hypertexte. Néanmoins, les renvois sont constants dans cet ouvrage. Là, on voit, on aborde autant la question de la guerre froide que la société de consommation, que évidemment ça a des rapports de genre, et dans chaque notice, nous l'avons voulu ainsi, hein, on a essayé de penser à travers cette petite chronologie que vous voyez en bas à gauche, et les documents qui ne viennent pas simplement illustrer, mais bien compléter et donner d'autres prises de perspective, hein, c'est bien pour montrer l'imbrication des différentes thématiques dans une histoire européenne. Donc j'en viendrai maintenant à une autre date, totalement différente, 2001, 10 minutes. Alors on va accélérer, on va passer tout au sans voix. Oui, on passe au sans voix. Alors désolé, non, mais c'est vrai qu'on est emballé ensuite par un autre propos. Donc non, c'est toi qui vas reprendre la parole. Oh non, 1880, tu l'avais fait. Ah, c'est moi 1880? Ah bon, ouais. 1880 sur les lèvres. C'est quand vous nous avez dit les sans-voix, tout instantanément, on a pensé qu'on ne pouvait pas contourner cette date. Septembre 1880 se tient donc à Milan un congrès de spécialistes sur la question de la surdité en Europe, et il y a une décision qui, vue d'aujourd'hui, quand j'ai découvert ce sujet, hein, c'est Florence Emprevé qui a fait ce texte, paraît incroyable, c'est l'interdiction de la langue des signes. La langue des signes qui existait déjà depuis plusieurs décennies, qui était un moyen de communiquer pour les personnes sourdes-muettes, hein, et dont l'usage, l'enseignement est absolument interdit à partir de 1880. Alors voici une date qui n'est pas une décision d'un pays qui va s'étendre, mais bien dans le cadre d'un congrès professionnel dans lequel il y a des Italiens, des Français, des Anglais, des Allemands, un Américain, un Belge, un Canadien, un Russe, une Norvégienne et un Suédois. Et cette décision est prise à l'unanimité parce que l'idée pédagogique, thérapeutique, est qu'il faut contraindre le sourd-muet, non pas à passer par une autre langue, mais à être le plus adapté possible à la langue commune, la parole, hein, et donc il doit lire sur les mots. Et donc tout l'enseignement pendant pratiquement un siècle va passer par cet apprentissage de deviner les mots prononcés par, en lisant sur les mots. Et donc empêcher toute autre communication. C'est-à-dire empêcher vraiment de manière, comme pouvait parfois l'être la pédagogie à la fin du 19e ou dans la partie du 20e, hein, de manière extrêmement stricte. Il faut donc attendre, malgré des oppositions qui sont formulées, malgré la souffrance que génère cette interdiction, puisqu'elle empêche finalement les sourds-muets de communiquer entre eux aussi, puisqu'il s'agit là de décrypter la langue majoritaire, enfin, la manière majoritaire qu'elle a circulé par le son, hein, en interdisant. Et ce n'est que dans les années 1970-2000 hein, que la contestation s'amplifie pour
revendiquer le droit d'utiliser leur langue des signes. Et vous le voyez ici, alors vous voyez à gauche un exemple de photographie de cet enseignement à travers un miroir. Entendre le son dans un miroir, enfin, quelque chose de tellement absurde, paradoxal dans cette photographie, hein. Mais on a voulu également mettre des reconnaissances désormais officielles de la langue des signes. En Italie, c'est en 2021. 5 pays aujourd'hui reconnaissent officiellement la langue des signes. La Finlande, qui est le premier pays européen en 1995, le Portugal en 1997, l'Autriche en 2005, la Hongrie en 2011, la Slovénie en 2021. Et donc, dans d'autres pays, c'est des reconnaissances partielles ou inexistantes. Donc là, je crois que sur la question des sans-voix, vraiment au sens propre, pour nous, ça a été une découverte et c'est aussi la richesse de cet ouvrage. En le fabriquant, on a appris vraiment énormément de choses. Alors bien sûr, on n'est pas dans les grandes dates, mais on est quand même là dans une date, dans une pratique qui a des effets sur des centaines de milliers, sur ainsi que des millions de personnes qui nous paraissaient essentielles d'intégrer. Je continue sur les sans-voix, on passe la tomate de la discorde. Oui, quand même. Voilà, oui, quand même. Alors, à propos des grandes dates, justement, alors, nous avons 1968. Eh bien non. Mais ce ne sera pas 1968 dans le sens des années 1968, révolte estudiantine. Ou plus exactement, nous avons pris le parti en lien avec le mouvement étudiant de 1968 de montrer qui étaient là les sans-voix et qui a dû lutter particulièrement pour se faire entendre. Donc il s'agit des femmes. Et je suis, puisque cette fois c'est un texte que j'ai préparé, je suis partie d'un micro-événement, c'est-à-dire du lancer de tomates sur des dirigeants d'une association de l'Union des étudiants socialistes en Allemagne, qui siégeait donc tranquillement, toute la direction masculine siégeait et en fait refusait de donner la parole aux femmes. Non pas seulement lors de ce rassemblement-là, mais c'était un problème récurrent qui avait déjà été formulé par des femmes, des délégués, et ce problème était régulièrement ignoré. Et puis les étudiantes ou les femmes en fait qui voulaient participer à ce mouvement constataient que constamment elles étaient reléguées au rôle subalterne de celles qui préparaient le café, rédigeaient les tracts, les distribuaient, etc. Bon, des secrétaires quoi. Donc ceci au bout d'un moment n'a pas plu et voilà, une étudiante en septembre 1968 en signe de protestation contre ce silence forcé jette des tomates sur le dirigeant de l'Union des étudiants socialistes. Alors c'est un geste bien sûr symbolique qui marque littéralement le coup d'envoi d'un mouvement féministe en Allemagne, donc, qui sera celui dit de la seconde vague des années 1970. Et là, ma tâche a été assez facile de mettre en écho cet événement-là avec l'émergence de mouvements féministes à travers non seulement toute l'Europe occidentale, mais aussi au-delà de l'Europe, enfin, les influences venant des États-Unis. Donc à partir de cet acte de protestation où il s'agissait de cesser d'être silenced, enfin, de pouvoir prendre la parole, ça c'était le point de départ. Eh bien, les revendications se sont élargies, si on peut dire, au fil du temps, et assez rapidement est venue la revendication en Allemagne comme ailleurs de la dépénalisation de l'avortement. Donc en Allemagne, il s'agissait du paragraphe 218 du code pénal allemand, je parle de RFA bien sûr, j'aurais dû préciser, pardon. Donc on a des débats similaires dans d'autres pays occidentaux et notamment en France. Et l'illustration de la page de couverture du magazine Stern, que vous voyez à l'écran, est un exemple on pourrait sans doute parler d'un transfert culturel, d'une action de protestation qui a d'abord été menée en France. En avril 1971, le Mouvement pour la libération des femmes publie le manifeste des 343 dans le Nouvel Observateur, où des femmes, donc plus ou moins célèbres,
déclare « Je me suis fait avorter ». Cette action, qui ne manque pas sa cible déjà en France, est observée par, à l'époque, la jeune journaliste Alice Schwarzer, qui côtoyait, qui était membre du MLF, qui faisait des études à Paris, puis qui a côtoyé Simone de Beauvoir. Alice Schwarzer retourne en RFA et organise une action similaire. Donc dans un autre média, c'est pas tout à fait l'équivalent, le Stern, mais mobilisant également des femmes connues dans les médias notamment, et qui elles aussi, on voit ça sur le bandeau jaune, qui disent « Wir haben abgetrieben », donc nous avons avorté. Je te passe la parole pour la Convention d'Istanbul. Oui, mais je crois je vais terminer, conclure, juste en disant en deux mots, trois autres dates que nous avions envisagé de présenter, mais elles sont dans le livre, elles sont là. Nous avions pensé, par exemple, d'aborder la manière dont, en Europe de l'Est, et ça c'était dans le cadre des sans-voix, les populations roms se retrouvent spécialement discriminées par de nouvelles lois à la fin des années 50, c'était un des points, et montrer, puisque ça c'est aussi un équilibre auquel nous avons toujours tenu, l'Europe ne saurait être pensée séparément, l'Est de l'Ouest et l'un sans l'autre. Donc il y a beaucoup de notices qui font cet effort-là. Un autre point que nous voulions évoquer pour montrer l'imbrication entre ce que peuvent être des mobilisations et des évolutions législatives nationales ou européennes, c'était alors la grève de Herstal, qui n'est pas qui n'est pas qu'une date du mouvement ouvrier et féministe belge, mais qui a bien une résonance internationale totalement imbriquée avec la revendication séculaire du travail égal, salaire égal, de l'article 119 et des mesures par la suite, et du maintien toujours de l'inégalité salariale en Europe. Ou alors encore la Convention d'Istanbul, pour montrer comment une convention, celle d'Istanbul en 2011 contre la violence à l'égard des femmes, a pu être un texte qui est l'aboutissement des luttes féministes depuis les années 70, donc 30-40 ans, qui est au niveau de l'exigence contre les violences faites aux femmes, probablement ce qui a été le plus élaboré, le mieux pensé à l'échelle, en tout cas européenne, et dont on voit aujourd'hui évidemment aussi les extrêmes résistances, puisqu'un certain nombre de pays se sont retirés ou ne l'avaient jamais signé, la Russie, la Pologne s'est retirée, la Hongrie également. Voilà, et donc on voit que malgré les grandes avancées, et je crois que cette convention est essentielle, évidemment les débats et les conflits perdurent.